d'abord vous remercier d'être ici, parce que sinon ça serait un peu triste comme de donner une conférence sans personne. Deuxièmement, remercier François, non pas seulement pour m'avoir invité, mais aussi parce que c'est sa première année comme professeur émérite. J'ai connu François comme partenaire redoutable, parce que non seulement il agissait, mais il pensait, et d'ailleurs il continue à agir et il continue à penser, ce qui est pire, mais en plus il pensait et il agissait. Et de ce point de vue-là, je voulais être ici quand même pour remercier François pour tout ce qu'il a apporté à l'agriculture et l'horticulture européenne et française. Et aussi parce qu'après tout ce frotti-frottant, on est devenus des copains. On peut être adversaire redoutable des copains, et pour ça, je te donne encore un grand merci. La deuxième chose que je voulais dire, c'est merci parce que j'ai appris ce que c'était la Pâque, qui suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, puisque mon premier article a été publié en 1979 sur la Pâque. J'ai appris que la Pâque, c'était la pompe à chaleur. Et enfin, quelque chose de concret. Parce que moi, je vais vous parler de quelque chose d'un polysémique qui est beaucoup moins concret, alors que la pompe à chaleur, ça, c'est du solide. J'ai vu avec des condensateurs, etc. C'est du solide. Moi, je suis beaucoup moins solide. Alors, je vais m'inspirer d'une présentation que vous avez ici. Un peu de pub, vous la trouvez sur ma page web thomasgarciascarra.eu. Donc, elle n'est pas besoin de tout copier. Et ça peut vous aider. Je vous aussi d'autres choses. Merci, mais enfin, j'arrête la pub pour commencer le travail. Jean-François va vous montrer. Moi, je voudrais donc présenter rapidement où on est le débat de la réforme de la politique agricole commune. Oui, excusez-moi, voilà. Je voudrais aborder le débat et où on en est sur le débat de la politique agricole commune, la nouvelle PAC d'après 2013. Et bien évidemment, développer ensuite, et en même temps, le dossier innovation environnement, puisque c'est l'instruction qui m'a été donnée par le patron. Où on en est au niveau du débat? Alors, d'accord, donc la PAC à l'horizon 2020. Voilà, ça je l'ai déjà dit. D'accord. Au niveau du calendrier, nous avons fait un document de réflexion qui a été présenté en novembre. Il y a eu une consultation large publique à laquelle vous êtes invités à collaborer, qui est lancée aujourd'hui et sur laquelle vous pouvez participer jusqu'à la mi-janvier ou la fin janvier. Et nous ferons les propositions vers la moitié de l'année pour que, dans un calendrier idéal, tout puisse être approuvé en 2012 par le Parlement et le Conseil européen, pour que nous puissions en 2013 mettre en marche les modalités d'application et les décrets nationaux, en sachant parfaitement que ce qui est fort probable, c'est que tout ce joli calendrier se retarde et que de nouveau on doit courir à la dernière minute avec du retard, parce que les décisions politiques prendront plus de temps que l'on peut souhaiter. Surtout parce que tout le débat agricole est lié au débat budgétaire, et le débat budgétaire est lié au débat de la crise, et à la réponse que l'on donne à la crise. Est-ce qu'on donne une réponse individuelle ou une réponse commune? Est-ce qu'on a donc les moyens communautaires ou des moyens nationaux, et pourquoi faire? Donc c'est un débat qui est horriblement complexe et horriblement compliqué, mais en principe, si tout va bien, nous devrions terminer à la fin 2011, à la fin 2012, à mon avis, on va empiéter sur 2012. Oui, sur 2013. D'accord. Alors, quelques certitudes. Le premier message, il y aura une politique agricole commune, il y aura aussi des pompes à chaleur, il y aura une politique agricole commune après 2014. Ça, c'est clair. Et nous avons un commissaire qui est roumain, pour lequel il est clair qu'il veut une politique agricole qui soit adaptée à la diversité des territoires et à la diversité des agriculteurs. Donc il y a une vraie volonté politique de ne pas faire une politique agricole adaptée aux grands marchés, aux grands débouchés, mais de faire une politique dans laquelle tous les agriculteurs, y compris d'ailleurs les agriculteurs de subsistance, semi-subsistance, agriculteurs locaux, agriculteurs urbains, puissent être allés. Et donc, quand on dit l'avenir est sur les marchés,
élément important du changement de chiffres, il est clair que les marchés, c'est la diversité des marchés et la multiplicité des marchés qu'il y a. Ce n'est pas simplement le marché de gros Rungis, c'est le marché local, c'est le marché sur Internet, c'est les circuits courts, c'est les circuits longs, c'est la grande exportation, c'est la petite exportation, c'est la petite expédition, etc. Et que, bien évidemment, nous avons certainement fait une politique agricole qui a été centrée au grand mouvement, je pense horticulture, grand marché, expédition sur Rungis, sur Saint-Charles, etc. Et nous n'avons certainement pas donné les moyens, nous n'avons pas donné les moyens, nous avons donné les opportunités pour une floraison d'autres possibles débouchés complémentaires. Je n'ouvre pas la guerre contre les lignes, loin de là, ni contre Carrefour, ni contre... Je ne peux pas être en guerre contre ton débouché, ça n'a pas de sens. Mais il est clair que la politique a peut-être été trop monolithique, elle doit être plus diversifiée. Dans tout ce débat, il y a deux débats qui sont importants. Le débat des aides et le débat des revenus. Alors, ce qui occupe tout le monde, c'est, dans le secteur horticole et ornemental encore plus, moins que dans d'autres, mais ce qui occupe tout le monde, c'est les aides. Qu'est-ce qui va se passer, mon DPU, où va aller mon DPU, quel sera mon DPU, etc. Donc ça, c'est le grand débat. Pour moi, c'est le débat le moins intéressant de tout. En tout cas, ce n'est pas le débat porteur de l'avenir. Si aujourd'hui, 40% du revenu agricole vient des aides, si aujourd'hui, malgré, si en 2009, nous étions retombés au niveau du revenu de 1993 par les Français. Donc 1993, même s'il y a eu une récupération en 2010 pour certains secteurs, surtout d'ailleurs les céréaliers, parce que les éleveurs laitiers, les éleveurs porcins, même s'il y a eu une récupération, si nous avons un problème de revenus, malgré le fait que 40% viennent des aides, il est absolu, en moyenne, mais dans certaines filières, je pense à la viande bovine, on est certainement sur les 60, les 70 ou les 80%, il y a un vrai problème de revenus, et la solution ne va pas le trouver à travers les aides. Dans le contexte budgétaire actuel, c'est absolument évident. Donc, c'est pour ça que je différencie du côté aide et du côté revenu. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'interpelle, c'est le revenu. Les aides étant un instrument utile à discuter, à améliorer, entre autres pour le revenu. Et malheureusement, le débat a trop tendance, à mon avis, à se centrer sur le DPU, mon DPU, quid de mon DPU, etc. Donc, le débat des aides. Alors, premier débat, quel sera le budget qu'on aura? Aucune idée. Je pourrais vous raconter des histoires, aucune idée de quel sera le débat qu'on aura. Moi, si je pariais quelque chose, et j'aime bien parier, je joue au loto et à l'euro-million toutes les semaines, et avec un succès mitigé, sinon je ne serais pas là. Donc, j'aime bien parier. Si je pariais, moi je dirais, on va avoir un gel du budget actuel, peut-être avec un petit 1% d'inflation ou un petit chouïa comme ça. Mais c'est un pari purement personnel, basé sur le fait que ça fait 25 ans que je suis à Bruxelles et 30 ans que je m'occupe de ce sujet. J'ai un petit peu d'expérience et quelques cheveux blancs. Mais c'est-à-dire que c'est une décision politique. Et en politique, tout est possible, tout est permis. Même des surprises, même des bonnes surprises. Hein. Je ne peux pas taper et faire le démago pour taper sur la politique, etc. Même les bonnes surprises sont possibles. Mais, honnêtement, personne ne le sait. Et ce que l'on sait par contre, c'est que le revenu agricole dépendra chaque fois moins du marché. Et ça, c'est un élément important. Chaque fois plus, chaque fois moins des aides, et c'est un élément important. De nouveau moins important pour l'horticulture et pour l'horticulture ornementale que pour d'autres, mais c'est un chiffre à faire entrer. Et d'ailleurs, c'est ce changement de chiffre qui, je dirais que un des moteurs de l'innovation, c'est l'incertitude, la nécessité de bouger, la nécessité de se remettre en cause. Et s'il y a quelque chose, un des mérites qu'on doit reconnaître au processus de réforme de la PAC,
c'est que les agriculteurs sont passés d'un monde de certitude, où tout était blindé, mon prix, etc., à un monde d'incertitude dans lequel je dois réfléchir, je dois parler marché, je dois parler investissement, je dois réduire mes coûts, je dois ajuster mes coûts, je dois diminuer ma facture énergétique, etc. Je dois innover commercialement, innover organisationnellement, innover à l'intérieur de la filière, etc. La remise en cause des certitudes, là je suis assez d'accord avec vous, la remise en cause des certitudes est certainement un moteur important de changement de chips dans le monde agricole et d'innovation. Et d'ailleurs, puisque je suis multiproduit, le secteur horticole et le secteur horticulture ornementale sont des secteurs qui ont innové beaucoup plus que d'autres secteurs et qui ont été beaucoup plus protégés. Une des choses qui me frappe d'une manière drastique, c'est de voir le manque durant des années dans le secteur, dans un secteur comme le lait, qui est un secteur hyper protégé, on n'a eu aucun changement qui s'était produit. Et depuis que toute la réglementation laitière a changé l'incertitude et a créé, on a eu une révolution absolument dans le linéaire, dans les produits, dans la recherche, dans l'innovation, dans le marketing, dans le packaging, etc., etc. Durant très longtemps, le beurre était le beurre, et le beurre, c'était la même truc de beurre que tu trouvais durant 15 ans, etc. Aujourd'hui, le beurre n'est plus beurre, il est allégé, il est en barquette, il est tartinable, il est tout ce que vous voulez, il est light, il est sans. Ils ont réussi à faire du beurre sans matière grasse, du beurre 0%. Enfin, ils ont fait des trucs absolument. C'est ça l'innovation. C'est ça. Retourner 27 fois le truc pour trouver le guidule, le machin. C'est ça l'innovation. Et ils l'ont fait depuis que les certitudes, depuis qu'il n'y a plus la sécurité que fasse que tu fasses, tu as du beurre d'un côté, du beurre au bout de l'autre, tu as Bruxelles cachette, tu ne te compliques pas la vie, tu fais tes calculs, tu as ton fric, tu marches. Le changement de chiffre est un des éléments importants d'innovation. Donc, dans le débat des aides, j'en ai parlé, il y aura des aides. Les aides seront alors, on veut relégitimer les aides. On veut donner un sens à 40 milliards d'euros qui sont donnés tous les ans aux agriculteurs. C'est quand même une quantité, je sais qu'ils protestent toujours et qu'ils sont jamais contents par définition d'agriculteurs, c'est partie des gènes. La famille de ma femme, qui sont les céréaliers, cette année où ils sont en train de vendre le céréal à 230 € la tonne, ils me disent « Oh, ça va, cette année, on ne perd pas. » Bon. D'accord, si tu ne perds pas à 230 € la tonne, ben rien. Tu ne vas pas avoir des prix comme cela. Voilà. C'est tout le problème que l'on a au niveau des aides. Donc, nous, ce que l'on veut, clairement, c'est un soutien à l'agriculture. Il faut soutenir l'agriculture en Europe si on veut maintenir un territoire qui est occupé, une activité économique qui est occupée. Il faut la soutenir pour des raisons qui sont liées au surcoût que notre réglementation impose à nos producteurs et qui ne peuvent pas être répercutés sur les produits apportés. Un poulet congelé brésilien, même s'il a été malheureux, c'est la même position douanière qu'un poulet congelé qui a été donné. Le jour où l'OMC ne va pas différencier la position douanière sur la base du bonheur du poulet ou de la poule qui a mis les œufs, on pourra peut-être avoir une approche différente. Mais en attente d'avoir une position douanière différente, il est clair que nos producteurs ont des règles en ce qui concerne le bien-être animal, par exemple, ou la protection de l'environnement, qui ne se répercutent pas sur les produits. En produits horticoles, ça n'a rien à voir avec les limites maximum de résidus. Les produits que l'on apporte doivent être, et là, si vous ne le faites pas, il faut se battre, bien évidemment conformes aux limites maximum de résidus, et même à les combinaisons de limites maximum de résidus. Les supermarchés allemands s'occupent du sujet. Mais il est clair que tu as des pratiques et des produits que tu
peut utiliser, qui ne se répercutent, qui ne se retrouvent pas dans les produits finaux et qui ont un impact sensible sur le coût de production. Il y a une base réelle, pour autant que le secteur agricole soit sérieux dans la fourniture et dans le respect de sa réglementation. Ça, c'est le premier aspect sur lequel il faut assister. Donc, un élément pour permettre une concurrence loyale entre les producteurs communautaires et les producteurs de pays importés. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est bien évidemment un élément de stabilité des revenus dans un contexte où les marchés sont fort instables et où on est confronté à une volatilité importante et on est en train de voir le retour d'une angoisse alimentaire. Certes, et je suis la preuve vivante, c'est pas encore trop en Europe que ça se passe, mais on a vu Tunis. Tunis, c'est pas l'Afrique, c'est la porte d'à côté. Je veux dire, c'est pas Haïti. Et Tunis est un pays à peu près présentable, très civilisé. Je suis certain qu'il y a parmi vous au moins une dizaine de gens qui ont été passer des vacances là-bas, etc. On connaît. Donc non, et on parle de Tunis, mais on peut parler d'un certain nombre de choses. Donc, nous sommes en droit d'avoir un droit à nous alimenter, nous sommes en droit de reconnaître le droit au peuple de s'alimenter eux-mêmes, et ça implique un certain soutien. Ce qui n'a aucun sens, c'est que deux agriculteurs différents, parce que leur grand-père a fait un de la betterave et l'autre du maïs, reçoivent des aides différentes. Ou pire encore, vous avez un type qui a fait du bœuf au trèfle, pour prendre un cas bien connu dans la grande région, et lui il n'a pas d'aide, alors que le voisin il a fait du maïs en silage, il a de l'aide. Ça n'a aucun sens. Il est grand temps de corriger tout ça et de mettre à plat toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant dans la communication de novembre. Ne soyez pas déçus, je suis absolument certain que les propositions qui se feront à l'été seront plus modérées que les propositions, parce qu'il va falloir bien évidemment avancer tout ce que l'on peut avancer, de manière à que les changements soient acceptables. Et tu en parlais avant des résistances de la société au changement. Ce qui est important, et ce que les gens doivent savoir, c'est vers où on va. Et ils doivent savoir que ce que nous allons avoir en 2020 ne sera pas la dernière réforme de la PAC, mais sera une étape de plus, jusqu'à aboutir à un système qui soit beaucoup plus logique et beaucoup plus rationnel. On ne va pas y réussir en 2020. Sans aucun doute, on sera à la moitié du chemin. Mais, je veux dire, on fera ce chemin-là et ça sera important. Deuxième aspect, le revenu, le rééquilibrage de la chaîne alimentaire. C'est un élément qui va devenir central de la nouvelle politique agricole. Alors, je peux parler contractualisation, ce qui est un sujet assez chaud pour nos amis horticulteurs, fruticoles et pas ornemental, surtout, mais c'est un débat qui est là, sur lequel nous devons être imaginatifs, responsables et ambitieux. Imaginatif et responsable parce que c'est un débat, je vous ai dit, il y a un problème de revenus, il y a un problème de budget. Si on veut améliorer le revenu, il y a des moyens de le faire avec des politiques qui n'ont pas de coût budgétaire. Autant on doit être hyper raisonnable et prudent avec les politiques qui ont un coût budgétaire, autant avec les politiques qui n'ont pas de coût budgétaire, nous devons être imaginatifs et ambitieux. Et responsable et prudent. Évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais il s'agit d'ouvrir l'esprit pour innover en politique agricole et essayer de découvrir les moyens. Et le rééquilibrage de la chaîne alimentaire est sans aucun doute un des éléments dans lesquels on peut avancer. Pour clarifier un certain nombre de choses. Alors de nouveau, ce n'est pas la même approche par filière, ce n'est même pas la même approche par pays. Je vous prends un exemple, quand vous êtes au Danemark et en Suède, et vous avez une coopérative laitière pour tous les deux pays, le problème se pose dans des termes bien évidemment différents,
que ce que vous pouvez avoir en France, en Espagne ou en Italie. Bien évidemment, si vous parlez fruits et légumes, et vous parlez contractualisation, et vous parlez prix, la fluctuation des prix que vous avez dans le marché, comme celui des fruits et légumes, n'est absolument rien à voir avec la fluctuation des prix que vous pouvez avoir sur d'autres marchés, comme la viande ou comme le lait. Il suffit d'un coup de chaleur pour que les choux-fleurs montent en fleurs et la demande chute juste au moment. Ça n'a absolument rien. Alors il faut bien évidemment une approche différente filière par filière et même une approche qui peut être différente pays par pays en fonction de l'organisation et de la tradition de la filière. Quand vous parlez d'organisation, si vous avez le malheur de parler d'organisation collective dans les pays de l'Est, et vous dites, attendez, nous, ça fait 50 ans, on l'a déjà donné, le collectif que vous parlez, ne m'en parlez pas. Si vous parlez par contre de joint venture, c'est beaucoup plus marketing et commercial, d'action conjointe, il faut voir comment on le décline. Les traditions culturelles ne sont pas non plus les mêmes, et même il faut tenir compte. Mais l'approche est là et elle va être un des éléments centraux. Et là, de nouveau, elle va être un des éléments centraux pour l'innovation et la participation du secteur. Et de nouveau, je conclurai, les fruits et légumes sont un antécédent intéressant pour ça. Alors, ça c'est le truc obligé. Je suis obligé, excusez-moi de partir. Les impôts révolutionnaires que vous devez accepter, c'est venu ici. Vous devez supporter la terminologie, la nouvelle langue de bois, la nouvelle langue correcte. Il faut que la croissance doit être écologique, évidemment, elle doit être soutenable, et donc elle doit être intelligente, qui est pour une croissance bête, efficace, qui est pour une croissance inefficace. Je vous pose la question. Compétitive, la connaissance, qui est pour l'ignorance. Je vous pose la question. Elle doit être durable, qui est pour une croissance temporaire, et qui est fugace. Je vous pose la question. Alors, voilà, ça j'adore. Elle doit être inclusive. Moi, quand j'étais jeune, on me parlait de la croissance endogène. C'était le mot qu'on utilisait à l'époque, nos économistes, etc. Maintenant, c'est plus à la mode, c'est inclusif. J'ai posé la question à certains de ces formeurs magiques de parole. Quelle était la différence entre l'inclusivité et l'endogénéité? J'ai pas eu de réponse. Moi, je suppose que c'est une manière de dire. Il y a cette mode d'utiliser des mots nouveaux pour la croissance endogène. Si on fait référence à une croissance qui naisse des forces et des vitalités locales et qui soient enracinées sur le terrain, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec ça. Bon, ça fait partie du langage, je suis obligé de le dire. C'est à la mode, c'est l'horizon c'est le 2020, l'horizon 2020, c'est la croissance inclusive, l'intelligence, il faut dire on va être intelligent, etc. Ceci dit, on va essayer d'être raisonnable et de faire un certain nombre de choses qui sont sensées. Mais dans ce contexte-là, il est clair que l'innovation va jouer un rôle, il n'y a aucun doute. On va avoir donc un premier pilier de la PAC des aides plus axé sur l'écologie, plus équitablement distribué entre producteurs, entre pays, etc. Et un deuxième pilier où on va essayer de nous concentrer plus sur la compétitivité, l'innovation, le changement climatique et l'environnement. Soyons bien clairs ce que ça veut dire. Donc, tout ça, c'est de la langue de bois, et vous direz, c'est du gentil. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Traduit en langage français ou belge courant. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte budgétaire difficile, dans lequel on va marquer des priorités. Ça veut dire que quand on parle de développement rural, et qu'on dit qu'on va prioriter la compétitivité, l'innovation, le changement climatique et l'environnement, ça veut dire qu'on va enlever, des priorités sur d'autres choses. Soyons bien clairs. Et sur ça, je suis particulièrement d'accord. On n'a pas des fonds qui sont illimités. Il faut qu'on définisse un certain nombre de vraies priorités. Si on croit sérieusement au changement climatique, si on croit sérieusement au défi environnemental,
On doit concentrer nos efforts sur là où on peut obtenir au niveau communautaire un meilleur résultat. Et ça, c'est un élément qui est important. Sachez toujours interpréter la langue de bois communautaire pour savoir ce que l'on veut dire quand on dit ce que l'on dit, mais on ne dit pas ce que l'on ne dit pas. Là, je suis en train de corriger, je donne cours à la fac, je suis en train de corriger les travaux de mes étudiants. Et il y a des choses qui me terrorisent, c'est quand je vois les travaux d'étudiants qui sont repris par la langue de bois communautaire. En particulier les textes que j'ai écrits, ou que je connais parfaitement écrits en langue de bois, parce que je suis payé pour écrire en langue de bois, et je sais écrire en langue de bois, je n'ai pas de problème. Fais un texte en langue de bois, je fais un texte en langue de bois, mais ça veut dire que tu dois le croire. Il faut savoir ce qu'il y a derrière et ce que nous voulons dire. Et dans le contexte actuel, donner une priorité, et je suis d'accord avec elle, donner une priorité sur l'innovation, l'environnement, la compétitivité, ça veut dire un certain nombre de choses au niveau d'autres activités. Et il faut savoir, d'accord, je termine rapidement, respecter on va développer et c'est une excellente chose, une grande cohérence, une plus grande cohérence entre les différentes politiques communes qui interviennent sur le territoire, politique régionale, politique. Il y a tout un débat, est-ce que le développement rural doit être à la politique régionale ou à la politique agricole? Moi, je suis payé pour vous dire qu'à la politique agricole. Non, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des politiques publiques qui incitent sur le territoire, qui soient coordonnées. Si la politique de développement rural est à la politique régionale, elle sera bien coordonnée avec la politique régionale, mais elle devrait être coordonnée avec la politique agricole et des marchés qui ont un impact sur le territoire. Si elle reste à côté de la politique agricole, ce qui est raisonnable, elle doit bien évidemment faire un effort pour se coordonner avec la politique régionale. Donc, le problème, il n'est pas de savoir quelle est l'administration. Les ministères adorent se battre pour les compétences. L'administration qui a le chapeau et qui préside la réunion, monsieur ou madame la présidente, la question est qu'il y ait une vraie coordination entre la politique sociale, la politique environnementale, les différentes politiques bruxelloises qui ont un impact sur le territoire, et je dirais même les différentes politiques nationales et régionales qui ont un impact sur le territoire. Ça, c'est plus mes oignons, je peux faire ma gueule, je vais l'arrêter. Le souhait est bien évidemment d'avoir une vision globale, une coordination globale de l'ensemble des politiques qui ont un impact sur le territoire. Et donc la création d'un cadre stratégique. Bien évidemment, nous nous occupons des fonds de l'Union européenne pour passer nos oignons. Il serait sage que ce soit aussi les fonds nationaux et les fonds régionaux qui participent d'un cadre stratégique. Et je rajouterai ici l'exemple de l'organisation de la filière, l'exemple des fruits et légumes, l'exemple des associations d'organisations de producteurs par sujet qui puissent s'organiser, par sujet, donc par activité, et l'exemple dans le cas des fruits et légumes, où l'innovation, la recherche sont des actions éligibles au financement de mesures du premier pilier. Il s'agit certainement de favoriser des organisations. Il ne s'agit pas de faire un copy-paste des fruits et légumes partout, loin de là. Mais une approche qui permet, une approche conjointe des producteurs pour définir leurs priorités dans ces cas de recherche et d'innovation. Et les exemples qu'on nous a présentés lors d'un certain nombre de séminaires auparavant, participer à des programmes de recherche dans lesquels ils apportent le réalisme, et les chercheurs vous apportez votre technique et vos condensateurs et vos trucs qui sont très bien. Et à côté, il y a un type qui fait les calculs, et une des choses que j'ai bien aimé dans le truc où j'étais avant, avec ça, on fait au moins des économies de 2 € par hectare, dans une serre chauffée, etc. Et le type qui disait, à juste titre, avec ça, on ne fait pas les investissements. Donc, il faut bien évidemment travailler sur l'augmentation des rendements pour augmenter le dénominateur, pour pouvoir, comme ça, faire un changement d'innovation qui soit c'est ce raisonnement-là que doivent apporter des producteurs dans leur recherche et dans l'innovation, et ça, on va certainement le soutenir et l'élargir. Dernier point pour terminer. Donc, on va financer une des moyens, si nous ne donnons pas, si nous ne favorisons pas les actions conjointes, je ne veux plus l'action collective depuis que j'ai dit à la je parle d'action conjointe.
d'action conjointe entre les agriculteurs, nous marginaliserons une bonne partie des producteurs agricoles de tout le processus de recherche d'innovation qui est inévitable. On est en train d'utiliser les standards alimentaires et autres pour expulser les agriculteurs, les petits et les moyens agriculteurs et ne laisser la place qu'aux grands, qui sont les seuls qui peuvent se permettre des normes. J'étais dans un séminaire avec le commissaire où un brave producteur laitier belge, wallon, nous expliquait que le matin, il avait reçu une visite du ministre régional, du ministère régional de l'agriculture pour le féliciter pour sa politique de vente directe de lait, etc. Que l'après-midi, il avait reçu une visite de l'inspection de la santé pour lui fermer son installation parce qu'elle n'était pas conforme à je ne sais quel, etc. Et bien évidemment, moi et mes 4 copains qui ont fait le cas, on ne peut pas être à certaines. Donc là, il y a une vraie réflexion à poser. Et en tout cas, cette action conjointe est la seule manière de donner accès à tous les agriculteurs. Et je dirais, on me dit qu'avec ça, on va maintenir dans le secteur agricole des gens qui ne sont pas compétitifs. Et ils ont raison. Mais la question, c'est que, est-ce que la France, par exemple, est capable d'accepter 4 millions de Roumains de plus sur les routes françaises? Parce qu'il y a 4 millions d'agriculteurs de micro et d'agriculteurs de subsistance en Roumanie. Si on ne fait pas quelque chose pour que ces gens puissent vivre dignement chez eux, ils vont venir chez nous. Est-ce que vous êtes disposés à accepter 4 millions de Roumains de plus sur nos routes? C'est une des raisons pour lesquelles il faut encore une politique agricole. Dans 10 ans et dans 15 ans, on verra encore. Mais je veux dire, on a 4 millions d'agriculteurs de subsistance roumains, on a 2,5 millions d'agriculteurs de subsistance bulgares, on a 2 millions d'agriculteurs de subsistance polonais. Une partie d'ailleurs était partie en Irlande, ils sont en train de revenir. C'est la situation dans laquelle on est, c'est le vécu réel. Donc, bien évidemment, l'action conjointe comme la manière d'avancer, d'avoir des réseaux alternatifs, des ressources locales, des ventes directes, un investissement écologique. Voilà, pour terminer, juste une référence à ce que tu disais avant. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai reçu les producteurs danois de porc qui venaient protester contre le gouvernement danois qui imposait des règles environnementales absurdes, anticompétitives aux producteurs de porc. Et les Néerlandais, eux, ils ne les ont pas, ces règles. Et eux, ils n'arrêtent pas de développer leur position, ils nous prennent le marché parce qu'on est hors marché. 20 ans plus tard, la production de porc aux Pays-Bas est en train de décliner suite aux contraintes environnementales. La production au Danemark continue à augmenter parce qu'ils ont su anticiper. Donc, je ne dis pas qu'un pays doit tout seul aller de l'avant, et c'est un truc qui est assez sensible en France, imposer à ses producteurs systématiquement des contraintes environnementales ou des coûts qui sont supplémentaires. Ça ne la position, c'est que ni la volonté d'être le premier de la classe est toujours justifiée, ni la protestation parce qu'on nous impose des coûts est toujours justifiée. Il faut analyser coup par coup et avoir une vision stratégique. Ce que tu disais du type qui intervenait en 90 en disant « Messieurs, en 2010, tout le monde y sera ». Et ils ont une vision stratégique. Et bien évidemment, quand tu sais là où tu vas, tu sais comment y aller. Il n'y a pas de bon vent pour le marin qui ne sait pas à quel port il se dirige.